Le podcast Le Deuxième Sens vous invite à un voyage au cœur du son, des sons. De celles et ceux qui l'ont étudié, contrôlé, dominé, normé pour façonner les paysages sonores qui enveloppent nos oreilles. On y croisera des prophètes de l'Antiquité, des physiciens, des bidouilleurs, des luthiers, des oreilles des gens ordinaires, des architectes. Vos guides dans cette exploration seront Alice Demsen-Meyer, acousticienne, et Aurélien Ruellé, historien. Aujourd'hui, la note fantôme du tuba. Une fanfare ou un orchestre cuivre qui joue bien, c'est un plaisir. Mais c'est un apprentissage long et parfois pénible. Il faut plusieurs années de pratique sérieuse pour jouer convenablement d'un instrument. En tout cas, pour être à l'aise avec. Que les doigts trouvent sans difficulté les bonnes touches, que le bras se plie au bon angle, sans même qu'on ait à y penser. Ou, pour les instruments à vent, qu'on y mette la bonne pression d'air. Le musicien aguerri, à la fin de cet apprentissage, pourra jouer aisément les notes voulues sans avoir à réfléchir à tous ces paramètres. Ce qui lui permettra de se concentrer sur les nuances, le phrasé, l'intention, tout ce qui fait qu'une musique n'est pas qu'une suite de notes. Mais même pour un musicien professionnel, l'instrument peut demeurer mystérieux. Il peut s'en servir sans comprendre comment il fonctionne concrètement. C'est là que les scientifiques rentrent en scène. Ils peuvent expliquer comment un ensemble de tubes de métal et de valves peut produire de la musique lorsqu'on le couple avec les muscles bien entraînés d'un musicien. Et ils peuvent découvrir des phénomènes que les instrumentistes eux-mêmes ignorent généralement. C'est le cas d'une note méconnue de la plupart des joueurs de tuba, la note fantôme. Elle a été étudiée au sein du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Nos guides dans cette exploration seront Alice, acousticienne, Et Aurélien, historien. Attention, peut-être il y a des bémols, peut-être il y a des dièses. Ok ? Et vous, do, mi, sol, mi, do. Ça marche ? 3 fois, Milik. 1, 2, 3. direction la classe d'orchestre cuivre junior du Conservatoire du Mans, qui en ce vendredi soir de novembre, travaille pour la mise en œuvre des arpèges sous la direction de Mathias Kibe. Ah ah ! Alors c'est... Ouais ! Oh, On avait un fa dièse. Merci, Com. Ah bon? S'il y a un mi, entre mi et fa, il n'y a qu'un demi-ton. Il fallait. Et ouais. Non, je ne vais pas le dire, c'est à vous d'écouter avec vos oreilles. On n'a pas de. Do, dé, da, dé, do, Oui. dé, do, di, do, dé, Le dé. do c'est un do aigu ou un do grave? D'après toi. Un do aigu. Do aigu. Do, dé, da, dé, do. Donc plutôt en bas, ok? Do. Je m'appelle James, j'ai 10 ans et j'habite au Mans. Je m'appelle Com, j'ai 11 ans, j'habite à Chevron-Notre-Dame. Les petits tubistes du conservatoire, et c'est bien normal, n'ont pas une connaissance scientifique de leur instrument, même s'ils le décrivent et le nomment de façon appropriée. Je joue de l'euphonium. Je joue de l'euphonium compensé. C'est gros, c'est pas mal quand même. Et il y a un bon pavillon. Le pavillon, c'est l'espèce de... comme dans la trompette, sauf que c'est beaucoup plus gros. Et on dirait des petits tourbillons, les tuiles. Il y a une embouchure, il y a plusieurs pistons, 4. Il y a un pavillon pour faire sortir l'air qui est vers le haut. Une trompette, c'est petit et c'est bien plus léger. Les sons que je fais, ils sont plutôt graves. La physique de l'instrument, en revanche, leur demeure sans doute un peu mystérieuse. Le musicien n'a pas besoin de savoir comment fonctionne l'instrument pour en jouer. Pour faire des sons bizarres, par contre, il y a du monde. Moi, je sais faire un éléphant. Ouais, oui,
Et sinon, il y a la voiture de cours. Et Puis pas complètement sur je les sais aussi pistons. faire la vache, moi. Un musicien professionnel, doublé d'un pédagogue comme Mathias Kilbo, peut en revanche en dire beaucoup plus sur l'histoire de l'instrument et ses parentés. Je suis prof de tuba au conservatoire. Alors tuba est un bien gros mot, c'est la famille des tubas. Donc à l'intérieur, il y a toute la famille des tubas, des gros tubas, tuba basse, tuba contrebasse, jusqu'aux plus petits tubas, les saxhorn, euphonium, saxhorn baryton. Pour les plus jeunes qui commencent le tuba vers les 7-8 ans. Donc là, j'ai un tuba basse. Voilà. Alors dans les familles, si on veut faire un petit topo, dans les familles, les plus gros sont les tubas contrebasse. En général, il y a 2 tonalités. Ensuite, on a la catégorie en dessous, un peu plus petit, on a le tuba en fa et en mi bémol. Alors, et puis après, on a en dessous les catégories en dessous. La famille des saxhorn, des euphoniums. Donc saxhorn, invention d'Adolphe Sax, en même temps que le saxophone, quasiment au milieu du 19e. Il avait beaucoup de brevets, un peu pointilleux, et du coup, Monsieur Besson a eu un procès de la part de Monsieur Sax, donc il a dit, puisque c'est ça, je vais construire moi un saxhorn à l'anglaise, on va dire, en Angleterre, et donc il a inventé l'euphonium, qui est un peu différent, mais qui a gardé son nom. La marque Besson, voilà, c'est vraiment la marque authentique de départ. Et puis après, on a les catégories en dessous, donc saxhorn baryton, plus petit, jusqu'à l'alto, qui est joué par les cornistes. Et puis le plus petit de la famille, le bugle, qui est joué par les trompettistes, qui est lui le dernier instrument des plus coniques de la famille. Et puis les cousins, l'héliconte, sous-bassophone, ou sous-saphone, comme on veut, voilà, qui sont des instruments plutôt pour l'extérieur, militaire, garde républicaine, fanfare des pays de l'Est. Et il peut nous expliquer comment le son est produit. En fait, tout part du musicien, tout part des lèvres du musicien. Donc c'est la vibration que nous on appelle le buzz, la vibration des lèvres, qui va faire le son. Donc simplement, moi là, je vais faire vibrer mes lèvres. Voilà, qui peut être assimilé à un bourdonnement. Quand je mets ça simplement sur l'embouchure, c'est l'interface entre le musicien et l'instrument lui-même. Je vais produire un son légèrement différent, mais toujours en partant de mes vibrations. Voilà, qui modifie un petit peu. Et si j'ajoute les deux sur l'instrument, voilà le principe de base. Donc l'instrument, il est simplement un résonateur. Et après, selon la position de mes lèvres, je peux obtenir des sons graves ou médiums ou aigus. Et puis, il est aussi hyper fort pour faire des sons vraiment bizarres avec son instrument. Il sait par exemple imiter le didgeridoo. Il peut même chanter en même temps qu'il joue. Il sait faire claquer sa langue dans l'embouchure.
mais il peut aussi nous expliquer quelques propriétés acoustiques de son instrument. Alors notre instrument est un instrument ce qu'on appelle harmonique, donc j'ai toujours une même série de notes qui sort, donc j'ai toujours ma fondamentale, l'octave au-dessus, la quinte, l'octave, la tierce, l'octave, la septième, la tierce mineure, pardon, etc. Et donc quand je combine tout ça, là j'ai rien touché du tout à mon tuba, j'ai juste fait avec des lèvres, des positions de lèvres différentes. Voilà. Et après, si j'appuie sur les pistons, j'ai des pistons pour pouvoir changer de tuyau, de longueur de tuyau. Et donc ça, combiné à la position de mes lèvres, je peux obtenir des sons différents. Les acousticiens peuvent aider à comprendre cette dynamique des instruments. C'était en particulier le domaine de recherche de Joël Gilbert, directeur de recherche au CNRS, décédé en 2022. Tout au long de sa riche carrière, il s'est intéressé à toutes les bizarreries des cuivres, notamment du trombone dont il jouait, qu'il s'amusait à comparer dans une émission de radio à la voix humaine ou au barrissement de l'éléphant. Alors, il y a quand même une grosse différence entre la voix et les cuivres. C'est que les cuivres, pour l'auditeur qui n'est pas musicien, qu'est-ce que ça veut dire ? Cuivrer, c'est quand on joue très très fort. Alors là, je vais faire une petite démo en direct, je vais faire un crescendo. Enfin, le crescendo. Oui, c'est très très fort. Lorsqu'on joue très fort, ça fait un son un peu qu'on pourrait qualifier de métallique, un peu. Si on devait le qualifier par des mots, on qualifierait de métallique. C'est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire que si le chef d'orchestre, là je parle aux amis cuivristes, si le chef d'orchestre vous demande de jouer très fort sans cuivrer, vous pouvez lui dire excusez-moi maître, mais c'est impossible, les lois de la physique nous l'interdisent. Et bon, je ne sais pas s'il appréciera, mais en tout cas c'est quelque chose d'incontournable lorsqu'on joue très très fort. Et alors là aussi, je vais faire un peu de pédagogie, très simple. Cet effet très spectaculaire n'est absolument pas la conséquence du métal, et pour ça j'ai mon deuxième gadget qui est le tuyau d'arrosage de 2 mètres de long. Donc c'est un tuyau d'arrosage tout ce qui est plus simple. Donc évidemment c'est pas optimisé, je vais pas vous jouer un concerto avec ce tuyau d'arrosage. Donc ça cuivre très bien. Par contre si je prends un tuyau d'arrosage court, il ne cuivre pas. Et donc ce qui est important, c'est il faut un tuyau très long pour que ça cuivre. Et donc, pour revenir à la voix, le conduit vocal est trop court pour que nous puissions cuivrer. Mais, je reviens au fameux barrissement. Donc, voilà, donc ça c'est un exemple de barrissement. Et l'éléphant a ce très long nez qui s'appelle une trompe. Et donc, lorsque l'éléphant barille, eh bien, là, il faut le savoir aussi. Si vous observez de près, vous verrez qu'il ferme la bouche. Et donc, le son, en fait, passe par la trompe, par le nez. Et finalement, là, entre les cordes vocales de l'éléphant et la sortie de la trompe, il y a typiquement 3 mètres, qui est en gros la longueur du trombone. Et donc, on a vraiment, là, on peut faire un parallèle entre le trombone et l'éléphant, parce que donc on a bien la même configuration, un tube très long, une source type, dans notre jargon, par effet valve, donc là, les cordes vocales, ou le buzz pour le cuivriste. Et donc là aussi, un incontournable de mes exposés au grand public, c'est les limitations du barrissement au trombone. Attention à vos oreilles. Sans surprise, il est très facile d'imiter le barrissement au trombone parce que c'est pas exactement la même géométrie, mais en gros c'est la même longueur, c'est la même physique. Et donc là, dans ma contribution en bioacoustique, donc bioacoustique c'est l'acoustique de la bio, donc des animaux en particulier, j'ai expliqué dans un article, pas tout seul, avec 3 collègues, nous avons expliqué la cause de ce son particulier qu'est le barrissement.
Au fond, les acousticiens sont de grands enfants, à moins que les enfants ne soient de futurs physiciens. Joël Gilbert s'est beaucoup intéressé à une note un peu particulière sur son trombone, la note pédale, que l'on retrouve aussi sur les autres cuivres. Mathias Kilbaud nous donne sa définition. Sans rien toucher, c'est la note la plus grave que je peux faire. Je ne touche à aucun piston, c'est la note la plus grave. Et cette note pédale, même les petits tubistes la connaissent. La note pédale, ça doit être le do grave, je pense. C'est la note phare, quoi. Très souvent, ils l'obtiennent un peu par hasard, en lâchant complètement les lèvres, et ça sort un son pédale. Il est assez facile, une fois qu'on a compris le truc, il est assez facile à obtenir à chaque fois, parce que c'est vraiment une position différente des autres. Donc en général, ça se met assez facilement en place, mais c'est pas instinctif. J'ai un petit qui l'avait cette année, au bout de 4 mois. D'autres, ils l'ont au bout de 2 ans. Ça dépend vraiment. Le petit qu'il a cette année, il a beaucoup joué avec son instrument à la maison. Il a essayé des trucs, il a testé, mettre les lèvres un peu n'importe comment, tout ça, donc il est tombé dessus un peu par hasard. Et lui, il l'a. Et d'autres, ça demande plus de temps. Jean-Pierre Dalmont, enseignant-chercheur en acoustique à l'Université du Mans, spécialiste des instruments à vent. Alors, la note pédale, donc sur les instruments à embouchure, comme la trompette ou le trombone, qui sont des instruments cylindriques à embouchure, attention, ça va être technique, hein. On a des modes, alors qu'on pourrait appeler fréquence de résonance si on veut, qui suivent une série 2, 3, 4, 5, qui permet de jouer une note, son octave, sa quinte, encore l'octave au-dessus, la tierce, etc. Donc, comme le clairon qui sonne le réveil, par exemple, dans la caserne. Mais en dessous de la première note que les musiciens utilisent le plus souvent, donc qui serait le deuxième régime, il est possible de jouer un régime à l'octave inférieure, qui est la note pédale. Et il se trouve que sur les instruments cylindriques, comme la trompette ou le trombone, eh bien, ça ne correspond pas à une résonance du tuyau. La résonance du tuyau, elle est plus basse, nettement plus basse, et c'est pas celle-là qu'on joue. Et donc on arrive à jouer une note fondamentale qui ne s'appuie non pas sur un mode à cette fréquence-là, comme c'est classique, mais sur une série de modes qui sont au-dessus. Et le premier mode, on arrive à le jouer, par exemple si on met un bec de clarinette sur un trombone ou une trompette, eh bien on va avoir une fréquence plus basse que la note pédale. Dans l'acoustique des cuivres, un des paramètres importants, comme l'a expliqué Joël Gilbert, c'est la forme du tuyau. Il y a des tuyaux plutôt cylindriques, comme la trompette ou le trombone, et des tuyaux plutôt coniques, comme le tuba. Alors, donc, dans les instruments de la famille des cuivres, il y a 2 classes importantes, les cuivres clairs et les cuivres doux. Donc, les cuivres clairs ont une perce cylindrique, c'est-à-dire que le tuyau garde le même diamètre sur toute sa longueur, sauf évidemment à la fin pour le pavillon. C'est ce qui permet d'ailleurs de faire un trombone à coulisses, parce que si la coulisse était de diamètre variable, ça coulisserait pas, hein. Et donc, une propriété de ces instruments, c'est que à fort niveau, et même assez vite d'ailleurs, se propagent des ondes de choc qui font la sonorité cuivrée, qui est vraiment caractéristique de ces cuivres clairs. Et une autre famille d'instruments, donc, qui sont les instruments à perce conique, dans lesquels on va trouver le clairon, le bugle, le tuba, tout ça, ce sont des instruments qu'on va appeler les cuivres doux, parce qu'ils ont une sonorité moins métallique peut-être que les cuivres clairs, tout simplement parce que la forme du tuyau fait qu'on ne va pas avoir d'onde de choc dans ces instruments. Et alors l'autre différence, c'est que ces instruments coniques ont une série de modes qui est harmonique, c'est-à-dire qu'on va avoir une série de fréquences, la fondamentale, 2 fois la fondamentale, 3 fois la fondamentale, etc. Alors que sur les cuivres clairs, le premier mode ne correspond pas à cette fondamentale. Néanmoins, on peut se dire que, puisque dans le cas des cuivres clairs, on a cette note pédale qui correspond à aucun pic, et plus la note que les musiciens ne peuvent pas attraper, donc une fréquence inférieure, on se dit qu'il y a sans doute la place pour une note quelque part, en plus, disons, dans les cuivres doux. Et en cherchant bien et en discutant avec les musiciens,
Joël Gilbert s'est rendu compte qu'effectivement, il existe une note intermédiaire, disons, une note en plus. Et donc si on la cherche, on la trouve. C'est donc ça la note fantôme. Une note soupçonnée par les physiciens, mais ignorée de la plupart des musiciens. Mathias Kilbeau. Alors moi, une note fantôme, j'ai dû en entendre parler il y a grossièrement 7 ou 8 ans à peu près. C'est Joël Gilbert, Olôme, qui m'avait contacté pour faire une expérience avec Rémi Matteoli, qui a travaillé sur cette thèse, justement sur cette note qu'ils avaient découvert, qui effectivement, bizarrement, on a tous joué du tuba depuis notre temps d'enfance. On est passé dessus un moment sans l'identifier, très certainement, et eux l'avaient identifié. Et donc c'est quand le début de la thèse s'est fait avec Rémi, que moi je suis allé au laboratoire pour être contre-testeur, on va dire, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un tubiste qui était passé avant, qui avait essayé tous les tubas, toute la famille des tubas. Et on avait besoin d'avoir un deuxième test d'un autre musicien pour voir si, en gardant les mêmes consignes, les mêmes critères, c'est-à-dire les mêmes instruments, les mêmes embouchures, si le musicien arrivait à refaire exactement cette note fantôme au même endroit. Et donc on a établi qu'effectivement les tests, après avoir fait les tests d'impédance, on avait les mêmes notes fantômes qui ressortaient à chaque fois, jusqu'à un certain point. Sur tout ce qui est plus gros tuba, on l'a systématiquement, voilà, quelle que soit la tonalité de l'instrument. Là sur ma pédale, mon Fa pédale, je prends le Fa au-dessus. Ma note fantôme est globalement une tierce, entre tierce mineure, tierce majeure, on va dire un peu entre les deux, à partir de ma fondamentale, de ma pédale. On sent qu'il y a un côté un peu plus nasillard. Vraiment presque le même son, ça m'inquiète. Le même son que entre la ghost note et oui, note, d'accord. non. Ça m'inquiète un peu. Et cette note fantôme, est-ce qu'elle a une utilité ? On s'en sert pas du tout, sauf pour briller le samedi dans les repas de famille ou au milieu des autres musiciens. Mais sachant qu'en plus là c'est vraiment l'époque où on peut en profiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'il y a cette note qui existe. Donc voilà, si on veut faire du buzz, c'est en ce moment, il reste encore 5-6 ans. Après tout le monde sera au courant, donc voilà. Mais non, elle est pas exploitée en fait. Elle n'est pas exploitée, elle n'a pas tout à fait le même timbre que les autres, elle n'est pas... on pourrait l'utiliser en musique contemporaine, là il y a un intérêt pour avoir quelque chose de vraiment spécifique là-dessus, sur des pièces écrites, mais voilà, elle est située entre un majeur et un mineur, elle est pas complètement dans l'instrument, elle va pas sonner autant que l'autre. Le tuba est un instrument assez tolérant, donc si on positionne pas trop bien ses lèvres, on arrive toujours à sortir par exemple certaines notes assez facilement. La note fantôme, elle demande d'être un peu plus, faut la connaître, faut savoir où elle est plus délicate à sortir, elle demande plus de travail des lèvres. Donc cette note fantôme, Jean-Pierre Dalmont. elle n'a pas la qualité, sonore des autres notes. Donc c'est pour ça que, évidemment, les musiciens ne la jouent pas. Ils arrivent à la jouer avec une certaine volonté, hein, mais elle ne s'appuie pas sur la série des harmoniques comme les autres notes. Et donc elle a une sonorité un peu plus pauvre que les autres notes. Et donc il n'y a pas vraiment de raison pratique, disons, de s'entraîner à jouer cette note-là, même si elle arrive à sortir. Et cette note fantôme, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors on l'explique assez bien, peut-être pas avec des mots, mais on l'explique assez bien avec des équations. Donc ça a été l'objet d'une thèse. Quand on met en équation donc un trombone ou un tuba, et qu'on met les paramètres correspondant à l'embouchure, qu'on a bien modélisé l'instrument. Alors on part d'ailleurs de mesures, hein, on mesure l'instrument, c'est encore mieux. On montre qu'on peut obtenir ces notes-là. Et les modèles prédisent assez bien la fréquence de ces notes fantômes, une fois qu'on a mis les bons paramètres. Hein. Et donc c'est corroboré par les musiciens. La note fantôme n'a pas à proprement parler été découverte par les physiciens. Elle a sûrement été déjà jouée des quantités de fois par les musiciens, qui ignoraient qu'ils étaient passés là sur un point singulier de leur instrument. Les physiciens n'ont fait que l'expliquer. Bien souvent, hein, les découvertes, je peux en témoigner dans mes propres recherches aussi, on fait une découverte scientifique qui a pour origine des considérations physiques ou mathématiques.
Et puis une fois qu'on a fait cette découverte, on se rend compte que ça existait déjà. Hein. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour la note fantôme. C'est-à-dire que Gilbert et Murray Campbell se sont dit, bah oui, sans doute, il y a quelque chose là, il devrait y avoir cette note en plus. Et en cherchant un petit peu dans la littérature, en discutant avec les musiciens, bah, ils ont fini par trouver des témoignages de musiciens qui disaient « Ah oui, oui, t'as raison, moi j'arrive à la jouer, etc. » Mais c'est quelque chose de très marginal et dont on trouve peu de traces même dans la littérature. Donc c'est une découverte, mais comme bien souvent, les découvertes théoriques sont des redécouvertes, phénomènes naturels en fait. Et je pense qu'on peut dire ça dans beaucoup de domaines. Concrètement, ça veut dire quoi modéliser ou mettre en équation un instrument de musique ? Alors les instruments donc, à embouchure sont des instruments très particuliers parce qu'on joue une note en faisant vibrer les lèvres à une fréquence assez voisine de cette note. Et d'un autre côté, le tuyau lui-même, pour que cette note soit émise de façon très claire, c'est parce que le tuyau lui-même a dans ses modes, dans ses résonances, on va dire, cette note-là, en fait. Et donc le musicien, avec les lèvres, sélectionne les différentes notes que le tuyau est capable d'émettre. Hein. Et donc, quand on a un instrument de musique, pour connaître ces fréquences-là, eh bien, on a un outil donc, que j'appelle le pont de mesure d'impédance, qui va mesurer la réponse de l'instrument en fonction de la fréquence. Donc c'est une manip assez simple, on envoie avec une source dans le tuyau toutes les fréquences. Alors ça peut être un chirp ou un bruit blanc. Un chirp, ça va faire bouf comme ça, donc on va entendre toutes les fréquences. Et lorsque ces fréquences vont passer sur des fréquences de résonance du tuyau, on va se retrouver avec un maximum. La fonction qu'on obtient, on appelle ça l'impédance d'entrée, et les maximums de l'impédance d'entrée correspondent aux notes que le musicien pourrait jouer. Et donc une fois qu'on a cette impédance d'entrée, on peut, dans un modèle mathématique, mettre cette impédance d'entrée et la coupler avec un modèle de vibration de lèvres, donc, qui aussi correspond à des équations en fait, et générer ainsi un son qui sera le son du trombone ou de tuba. Et donc lorsqu'on fait fonctionner ces simulateurs, eh bien, ils se comportent comme un vrai instrument. À quoi ce type de recherche peut-il servir pour les physiciens, les musiciens ou encore pour les fabricants d'instruments ? Alors, la note fantôme, d'un point de vue pratique, je dirais, elle est quand même assez anecdotique. Hein. C'est une beauté, on pourrait dire, une beauté de la nature, disons, quelque chose d'assez inattendu et puis pas du tout connu des musiciens. Et donc on a une certaine satisfaction en tant que chercheur à expliquer un tel phénomène. Donc ça c'est évidemment une dimension de la recherche qui est la recherche de la connaissance et dont les applications pratiques ne sont pas toujours immédiates. Mais par contre, plus généralement, le travail qu'on fait en modélisant nos instruments, on espère qu'il pourra être utile à la fois aux musiciens et aux facteurs d'instruments. Alors pour les facteurs d'instruments, c'est assez direct, c'est-à-dire que la mesure des instruments les renseigne directement sur le potentiel de ces instruments. Le calcul aussi, c'est-à-dire qu'on peut calculer ces fameuses impédances d'entrée dont j'ai parlé avant, on sait les calculer. Et donc on peut par calcul avoir une idée assez précise de ce qu'un instrument va donner. Et ensuite, une fois l'instrument réalisé, on peut le mesurer, comparer la mesure au calcul, et si la mesure est conforme au calcul, ça veut dire qu'on a bien réalisé le modèle qu'on souhaitait. Et puis après, c'est le musicien qui sera le juge de paix, qui dira cet instrument, il me plaît ou pas. Et dans ce cas-là, peut-être faudra modifier quelque chose pour que l'instrument soit plus satisfaisant pour le musicien. Donc ça, il y a vraiment une application directe de ces travaux pour les facteurs d'instruments. Ce type de recherche, sur lesquelles travaillait entre autres Joël Gilbert, a mobilisé une méthode particulière d'investigation, apte à rendre compte de tous les possibles d'une situation complexe, le diagramme de bifurcation. Lorsqu'on a donc un instrument de musique, on va essayer d'émettre une note, et évidemment le musicien, par sa pratique, il se trompe assez peu. Hein.
Et le débutant, lui, il va souffler, enfin, il va mettre de la pression, va faire vibrer ses lèvres, et parfois, la note qu'il va obtenir n'est pas celle qui est attendue. Et donc, pour arriver au régime, il y a des chemins un peu divers. Et donc, par exemple, si on augmente la pression, on se dit, bon, je vais attaquer la note en augmentant la pression, et enfin, en réglant les lèvres d'une certaine façon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on observe un petit peu en fonction d'un paramètre. Donc là, par exemple, la pression. On va observer comment se comporte l'instrument. D'une situation d'équilibre va émerger un son. Et quand émerge le son, d'un point de vue des systèmes dynamiques, on appelle ça une bifurcation. On va passer d'un état stable à un état instable. Et évidemment, l'instabilité, si cette instabilité est périodique, ça devient une note, ça devient un son. Et donc là, on a une bifurcation. Et alors, pour étudier les instruments de musique, on fait donc des diagrammes de bifurcation. On va essayer différents chemins. On va essayer d'explorer tous les chemins possibles pour une situation donnée qui vont conduire à des notes. Et donc on a des chemins parfois assez sinueux, assez complexes, et c'était le cas un petit peu pour la note fantôme. Ce qu'on a regardé un petit peu en détail, c'est d'où est-ce qu'elle émerge, comment elle émerge, etc. Ce qui n'est pas toujours facile. Des fois, des régimes, peut-être qui sont un peu cachés, un peu perdus dans cette forêt des diagrammes de bifurcation. Là, c'est un peu le cas pour la note fantôme. Et suivant les paramètres, on voit cette note fantôme disparaître même complètement. Et puis on change des paramètres, et puis là on la voit apparaître, branchée sur un autre régime. Donc toujours intéressant de savoir de quel point elle émerge. Les paramètres, ça va être les paramètres de lèvres, donc en particulier la fréquence de résonance des lèvres, les facteurs de qualité, la pression dans la bouche, etc. Donc on a 3 ou 4 paramètres, pas tant que ça, qu'on va faire varier, et on va faire varier ces paramètres justement et regarder comment les régimes évoluent. Et donc ce qu'on appelle des diagrammes de bifurcation. Mais alors c'est un peu compliqué parce qu'on évolue dans des espaces à 3 ou 4 dimensions. Donc c'est parfois assez complexe à explorer. En fait, pour jouer juste et éviter les couacs, le musicien lutte, sans s'en rendre compte, contre le chaos. C'est cette physique complexe et assez fondamentale qui se cache derrière ces études des instruments de musique. Jean Kergomar avait écrit un article comme ça, qui s'intitulait Comment éviter le chaos pour faire de la musique. Donc dans les systèmes dynamiques, le chaos est toujours un scénario possible. Et donc quand on contrôle un système, on veut éviter le chaos quand même, a priori. Et on observe dans certains cas, sur des clarinettes par exemple, il y a un scénario qui conduit au chaos, mais que les facteurs quand même ont habilement évité. C'est-à-dire que naturellement, si la clarinette bifurque vers le chaos, eh bien on va corriger, on va changer, notamment c'est le cas si on a une ange très très faible. Donc on va s'interdire d'utiliser des anges très très faibles parce que celle-ci pourrait conduire au chaos. Cette recherche nourrit une connaissance générale assez récente sur les phénomènes chaotiques et la physique de l'imprédictible. Tout ce travail sur les systèmes dynamiques et va bien au-delà des instruments de musique. Donc toutes les théories sur le chaos, c'est des théories qui sont arrivées peut-être dans les années 80, quelque chose comme ça, et qui ont eu un impact énorme en physique. Et donc ça va s'appliquer à énormément de choses, et même pourquoi pas aux systèmes humains, aux sociétés humaines qui peuvent bifurquer très régulièrement vers le chaos. Enfin, on a très régulièrement des bifurcations. Et donc on peut faire des modèles dynamiques de tout un tas de choses. Les applications sont immenses. Et ce qui est intéressant, c'est justement de faire des parallèles un petit peu entre le fonctionnement d'un système comme un instrument de musique et puis des systèmes qui n'ont strictement rien à voir, puisque la dynamique des systèmes non linéaires, on va rencontrer ça beaucoup dans le contrôle. Quand vous avez un système que vous devez contrôler, il arrive parfois que le système devienne instable, et ça c'est pas bon du tout. Donc les gens qui travaillent sur le contrôle des systèmes, eux, ils cherchent plutôt la stabilité, que dans l'instrument de musique, on cherche plutôt des choses bistables, on va dire, donc qui oscillent entre deux états, et à ce moment-là, on est content, on a une oscillation périodique.
Si elle restera sans doute une curiosité acoustique, cette note fantôme témoigne de la sensibilité des physiciennes et physiciens aux phénomènes singuliers. Pour traquer ces sons fugaces, ils fouillent les recoins mal explorés de la physique des cuivres. Ils échangent avec les musiciens qui ont une connaissance intime, presque organique de leur instrument. Ils confirment, par l'observation répétée en laboratoire sur différents types d'instruments, que cette note n'est pas un accident, mais correspond à un certain comportement normal de la matière mise en vibration. Ils mathématisent la situation, aussi complexe soit-elle, pour borner les domaines respectifs du hasard et de la nécessité. Ils construisent des modèles, les mettent à l'épreuve des faits, mais continuent d'accueillir l'imprévu, l'imprévisible, et tout ce qui échappe, pour l'heure, à l'empire du savoir. C'est quoi la note fantôme du coup? La note fantôme, ça pourrait être la note du fantôme de l'opéra. J'ai évoqué tout à l'heure les avertisseurs de TGV, mais les avertisseurs de TGV ou trombone ou parissement d'éléphant, ce sont les mêmes équations à la base. C'est seul l'utilité ou l'objectif du dispositif qui change, mais ça reste la même physique. Cet épisode est en hommage à Joël Gilbert. Inspiré de ses travaux et de ceux de Rémi Matteoli, avec les interventions de la classe cuivre du Conservatoire du Mans, dirigée par Mathias Kilbaud, avec les voix de James, Côme et Jean-Pierre Dalmont. Interview de Joël Gilbert, extraite de l'émission Bémol, présentée par Élodie Toublanc, pour IRM Radio le 23 février 2020. Le Deuxième Sens, un podcast écrit et réalisé par Alice Demsen-Meyer et Aurélien Ruelli. Une coproduction Le Mans Université et Le Mans Sonore. Création sonore, mixage et mastering, Richard Comte. Avec en invité Pascal Kirsch à la trompette, Aurélien Ruelli au trombone et Alice Demsen-Meyer au tuba.